Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti donc pour le sommaire. Enseignement supérieur, le SAES section Ziguinchor craint des troubles à l'université Hassan Sek. L'orientation de 3500 étudiants sans mesure préalable dans cet établissement, mais le syndicat dans tous ses états. À Bambey, la tension était vive ce matin entre étudiants et policiers. La première journée de grève des marailleurs et ses répercussions, le poisson s'est fait rare sur les étals et les prix ont grimpé. Reportage à suivre dans cette édition. En politique, le Front de résistance nationale surpris de la décision du PDS de se retirer du mouvement. Maktar Souran, son coordonnateur, estime que Maître Wade a été mal informé par ses collaborateurs. Et puis c'est officiel, la CAN se jouera au mois de janvier au Cameroun. La CAF l'a officialisé ce matin, une décision qui va avoir des répercussions sur le calendrier des sélections nationales du continent. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les enseignants du SAES de l'université Hassan Sek de Ziguinchor dénoncent l'orientation contre toute attente de près de 3500 étudiants sans aucun préalable. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur tient pour responsable le gouvernement d'éventuelles perturbations. Ndiemesso, porte-parole du SAES, qui faisait face à la presse ce matin au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. S'agissant des chapiteaux, j'allais dire abri provisoire. Sur 10 promis pour fin décembre 2019, seuls 3 commencent à peine à sortir de terre. À la date d'aujourd'hui, on note une orientation effective de 3446 nouveaux bacheliers à Ziguinchor. Ce nombre fait quasiment le double de celui de l'ensemble des étudiants inscrits actuellement à l'UASZ. La première conséquence, c'est que l'administration est actuellement dans l'impossibilité d'établir des emplois du temps, faute de salles de cours. La deuxième conséquence, c'est que le campus social des étudiants aujourd'hui est en train de prendre l'allure d'un véritable ghetto, offrant ainsi le spectacle d'un camp de réfugiés. Et enfin, la troisième conséquence, c'est qu'environ 8000 étudiants vont devoir s'entasser dans une bibliothèque qui ne compte que 150 places. Face à cette situation, ce ministre de l'enseignement supérieur est tenu donc pour seul responsable des perturbations que pourrait engendrer ce non-respect des décisions correctes et consensuelles approuvées par tous. Et puis retenez également que la tension a été vive ce matin à Bambey, des échauffourées qui opposaient étudiants et policiers. Bilan 5 blessés, 2 du côté des policiers et 3 côté étudiants. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pas de cours ce matin à Poponguine, Serrère. Les parents d'élèves accusent le directeur de maltraitance et de torture à l'endroit des enfants. Ils demandent qu'il soit muté et n'excluent pas de porter plainte. Il faisait face à la presse. Je vous propose de suivre les explications d'Oumar Dion, le président du comité villageois de Poponguine, interrogé par Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Nous exigeons le départ du directeur. Pourquoi? Parce qu'il commet des pratiques disproportionnées à l'égard de nos enfants. Des châtiments corporels qui sont interdits par la loi. Article 2, on dit que l'élève est admis à l'école après 20 minutes de retard, accompagné de son parent ou de son tuteur. Article 5, le châtiment corporel est formellement interdit. Et on voit bel et bien que le directeur de notre établissement a violé tous ces articles. Le directeur avait décidé au début de l'année que les élèves de l'école primaire viennent à l'école à 7h25 minutes. 7h25 minutes. Au-delà de 7h, tout élève qui vient, il va lui appliquer ces châtiments corporels. Nous avons rencontré la semaine dernière le sous-préfet pour lui rappeler ses engagements par rapport à la situation. Et ils nous ont dit qu'il n'y a pas d'avancement par rapport aux promesses qu'ils nous ont tenues. Donc raison pour laquelle nous avons décidé de passer à l'étape de notre plan d'action. Nous avons décidé de retenir les enfants à la maison. Nous comptons passer à la vitesse supérieure. Si toutefois ces 2 journées école morte ne nous permettent pas d'avoir gain de cause, nous comptons intensifier la lutte pour retenir les enfants jusqu'à ce que le problème soit réglé. Nous avons prévu de porter plainte contre le directeur
Éducation toujours, le Sud-Est qui parlait d'hier ici d'un déficit d'environ de 40 000 enseignants. Le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale remet en cause ces chiffres. Tout de même, Mohamed Moustapha Diagne reconnaît le déficit d'enseignants au micro d'Aminata Baresso et Pape Sangoné Mbaye. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont tiré, à part de quelle étude ils ont tiré ce chiffre en termes de déficit, mais au niveau du ministère, on n'a pas encore les chiffres, puisque la direction des ressources humaines s'apprête à organiser une mission pour délimiter le périmètre des enseignants. Combien d'enseignants avons-nous dans les 16 académies et dans les 59 IF? Pour le moment, nous ne pouvons pas nous avancer tant que nous n'aurons pas fait ce travail-là sur des chiffres. Mais je confirme par contre qu'il y a des déficits, ce qui nous oblige à procéder à des classes multiclasses ou bien à des classes double flux. Ça, je le confirme. La rédaction de TFM a fait un tour dans un collège de Dakar pour vérifier s'il y a déficit ou non. Nous sommes allés au collège Abbé Arsène Fridoual. Au total, 17 professeurs assurent les cours pour plus de 5000 collégiens. Au portail signé Aminata Baresso et Pape Sangoné Mbaye. C'est un complexe niché en plein centre-ville de Dakar. Nous sommes au collège Abbé Arsène Fridoual, ex-Kléber. De l'époque coloniale à nos jours, l'établissement continue d'accueillir des élèves. J'ai le strict nécessaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, presque tous mes profs ont leur maximum horaire, voyez-vous. Donc si un prof venait à s'absenter pour une durée plus ou moins longue, on aura des problèmes pour que ces classes soient prises par les autres professeurs, parce qu'ils ont déjà presque eux tous leur maximum, peut-être à l'exception des professeurs disons des matières telles que les arts plastiques, la musique, etc. Nous avons en moyenne 55 à 57 élèves par classe, en moyenne, voyez-vous, en moyenne. Bon, c'est correct. Entre guillemets, c'est correct par rapport à ce qui se passe, par exemple, en banlieue. Plus de 500 élèves pour 15 professeurs, un emploi du temps serré pour assurer le strict minimum. L'année dernière, par exemple, en début d'année, un de nos professeurs de maths et physique-chimie avait été affecté. Bon, parce qu'il avait réussi à un concours, donc voilà, il devait rejoindre son lieu de formation. Et du coup, nous avons eu des problèmes parce qu'il tenait 4 classes, donc 2 classes en mathématiques et 2 classes en physique. Ce qui fait que voilà, on a tapé un peu partout et on n'a pas pu le remplacer. Du moins, le ministère n'a pas pu le remplacer, voilà, au cours de l'année. Et finalement, nous avons eu recours à un professeur privé, que l'école, sur la décision du conseil des parents et du conseil de gestion, a engagé sur fonds propres. Madame Diaw Batorfal est professeure d'économie familiale. À elle seule, elle gère 9 salles avec des effectifs qui tournent autour de 50 élèves par classe. À mon niveau, je pense qu'il y a un déficit exactement, parce que ici je suis la seule prof d'économie familiale et sociale pour 9 classes. Effectivement, si le nombre était beaucoup plus réduit, ce serait beaucoup plus intéressant parce qu'on pourra s'occuper de tous les élèves. Vous voyez, ici, même il y a une classe beaucoup plus remplie que celle-là, donc c'est assez difficile de travailler quand même parce qu'il y a les gens là qui sont en train un peu de perturber, ça fait que le cours, n'est-ce pas, ne se déroule pas normalement. Le déficit d'enseignants, une problématique réelle dans le système éducatif sénégalais. Les derniers chiffres donnés par le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal mettent à nu les défaillances du système qui doivent être corrigées pour assurer un enseignement de qualité aux élèves. Nous parlons à présent de la première journée de grève de l'Union des marailleurs du Sénégal. À Soumbédioune, le mot d'ordre est suivi. Le seul marailleur que nous avons trouvé sur place observe le mouvement. L'originaire de Saint-Louis est en activité depuis 2006. Bouri Diop a échangé avec nos reporters Maïmouna Ndiaye et Diafaraba sur ces multiples tracasseries qui freinent leur activité.
Il est le seul mareyeur parmi les pêcheurs ici à Soumbédioune. En ce premier jour de grève de leur collectif, Bouri préfère venir passer du temps au bord de la plage. Il existait des financements pour les jeunes mareyeurs tout au début, mais aujourd'hui il est impératif de passer par les banques pour pouvoir mener à bien nos activités. Une manière de soutenir ses collègues qui font face à des tracasseries sur les routes. Pour écouler nos marchandises, c'est toujours la croix et la bannière. Il faut 1001 astuces pour éviter certaines tracasseries. Les taxes, n'en parlons pas. En plus, il y a d'autres frais qui rendent les choses plus difficiles, à savoir le transport, l'achat de glace pour la conservation. Notre métier est maintenant menacé avec la nouvelle taxe. Des problèmes qui se multiplient et qui se ressemblent. Bouri Diop veut que la donne change. Il invite l'État à engager des réformes dans leur secteur. Cette grève est notre dernier recours. Nous n'avons pas d'autre issue. Que faire? Il n'y a pas de solution. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide. 14 ans dans le métier, pas d'évolution. Aujourd'hui, le responsable de famille trouve légitime cette grève de 72 heures qui va sans doute freiner leur activité. Au marché Tilène de Dakar, les vendeurs de poissons commencent à ressentir les conséquences. Les prix également grimpent. Constat dans ce reportage signé Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Pas de poisson au marché Tilène, sinon de menus frettants. La grève des mareyeurs est passée par là. Le poisson, en ce premier jour de grève, s'est fait désirer sur les étals. Difficile de trouver du poisson ce matin. La grève des mareyeurs est passée par là. C'est dur, car c'est eux qui nous approvisionnent et ensuite on prend le produit pour l'écouler ensuite au marché Tilène. 3 jours de grève, c'est trop ça. Actuellement, nous n'avons pas de poisson à vendre. Le poisson frais est presque introuvable. Beaucoup de vendeuses écoulaient leurs marchandises de la veille. La plupart d'entre nous vendent les poissons de la veille. La pêche du jour est rare. Je vends actuellement les restants de la veille. Je suis allé jusqu'au marché central de poissons, mais il n'y avait rien. Et les rares poissonnières qui ont pu en procurer achetaient les caisses à des prix exorbitants. Les caisses de poissons qui se vendaient à 20 000 francs s'échangent à 35 000 francs aujourd'hui. Donc la caisse de sardinelle coûte entre 40 000 francs, c'est cher. Les caisses de poissons se vendent à 35 000 francs, 30 000 ou 25 000. Elles sont obligées de les revendre un peu cher au grand don de la ménagère. On vend des sardinelles à 1000 francs les 4. On n'a pas de bénéfice. Les poissons qui se vendaient à 1000 francs sont aujourd'hui à 2000 francs. Donc le marché est cher. Les vendeuses sont fatiguées, mais les ménages également. Ces vendeuses de poissons exhortent l'État à trouver une solution avec les mareyeurs dans les plus brefs délais. Car 3 jours sans poisson, cela va être un peu difficile pour eux, disent-elles. Nous parlons tout à fait autre chose à présent avec l'opération Retour limite de propriété tout au long de la VDN qui fait des victimes. L'une d'entre elles est le propriétaire du complexe culturel Yengoulen. Chernian se dit surpris par cette opération. De son côté, la DESCOS estime que les sommations ont été envoyées depuis 2016. Reportage signé Maguette Soirée Diallo et Tierno Laurent Mendy. Il ne va pas oublier de sitôt sa journée du 15 janvier. Le maître des lieux se dit surpris de la démarche de la DESCOS qui n'a pas hésité à passer à l'acte. Une partie du complexe culturel Yengoulen se retrouve à terre. Le motif évoqué, l'occupation anarchique de la voie publique. C'est le débordement qu'ils ont enlevé. Donc moi je l'accepte. Mais au début, ils nous avaient dit que c'est fini, ils ont déjà fait leur route. Et ils ne m'ont pas avisé à temps parce que moi, j'avais déjà construit. Ils sont venus un peu plus tard pour dire une sommation qu'ils vont enlever ça. Alors j'ai essayé de ranger un peu les bagages en dedans de Yengoulen.
Le patron de la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol estime que toute la procédure est effectuée dans les règles de l'art. Mais quand cette contrôle est maintenant occupée de manière anarchique, au-delà maintenant des baraquements, les gens construisent carrément avec des fondations en dur, mais ça pose problème. S'ils disent qu'ils ne sont pas au courant, je pense que, particulièrement pour ce bar, je pense qu'ils ont trop fait. Moi, je peux vous assurer que les premières sommations que l'ont été servies remontent à 2016. Cette taxe est très fréquentée par les automobilistes et pour rendre plus fluide la circulation au niveau de la VDN, les autorités ont entamé l'opération dénommée Retour limite de propriété. Oui, il y aura un suivi. Parce que dès l'instant que vous investissez par exemple 10 millions, 15 millions sur un bâtiment et on le casse, on n'a même pas besoin de revenir. Ce qui est sûr et certain, vous n'allez pas vous remettre sur le même endroit. À moins que vous soyez vraiment un téméraire. La direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol ne compte pas s'arrêter là. Les nombreux parkings et garages de mécaniciens qui longent la VDN risquent de subir le même sort, à moins d'être relogés à Diamniadio, assure toujours le colonel Ndiaye. Et puis les travailleurs de l'intersyndicale des collectivités territoriales satisfaits de l'application du décret fixant les organigrammes types des collectivités territoriales. Toutefois, la question de l'IPRES et d'autres également reste à revoir, comme on va l'entendre dans cet élément signé Aïssatou Gaïba et Mohamed Dian. Une réforme de la fonction publique locale entamée depuis mars 2011. La cause de leur préavis de grève du 21 novembre dernier, ces travailleurs des collectivités territoriales semblent enfin avoir obtenu gain de cause. Donc il y a 2 semaines de cela, le président de la République a signé le dernier décret qui complète l'architecture, n'est-ce pas, de la fonction publique territoriale. Puisqu'il s'agit de la loi 2011 qui est accompagnée de 24 décrets. Maintenant, tous les décrets ont été signés. Donc c'est une victoire en tout cas pour l'intersyndical qui a quand même mobilisé les travailleurs sur l'ensemble du territoire national dans tous les autres collectivités locales depuis plus de 10 ans. Et ensuite, il y a également que le Conseil supérieur de la fonction publique, le ministre des collectivités territoriales a convoqué le Conseil supérieur qui a adopté une nouvelle feuille de route. Un acte bien apprécié par les membres des collectivités territoriales, mais le combat continue. Des réformes sont encore à faire dans le secteur. Il reste encore que la question de l'IPRES et du FNR, c'est-à-dire la migration des travailleurs qui étaient initialement à l'IPRES et qui sont devenus des fonctionnaires doivent aller maintenant au niveau du FNR, du Fonds national de retraite. Là aussi c'est dans le pipeline. Nous avons également demandé dans cette nouvelle feuille de route la modification, n'est-ce pas, des dispositions transitoires du décret 2011-662 relatif aux fonctionnaires communaux. Nous avons également demandé que cela soit fait dans les meilleurs délais pour que nous puissions désormais tourner définitivement la page. Une tournée est attendue ce 21 janvier 2020 entre travailleurs intersyndicales et le ministère dans les 14 régions du Sénégal. Une manière de faire valoir les nouvelles démarches de la fonction publique locale au sein de ces institutions. Transparence dans la gestion des ressources minérales, le mouvement citoyen actif pour la justice engage la réflexion. Le CAJUST travaille à favoriser le dialogue entre les activités et la société, entre les autorités plutôt et la société civile au cours de leur panel. Les questions des investissements pour l'équipement des plateformes d'exploitation de pétrole et de gaz ont été évoquées, comme nous allons le voir dans ce compte-rendu signé Ibo Diouf et Modou Diop. Pétrogaz, le contenu local et même les contrats gaziers, autant de dispositions pour assurer la transparence dans la gestion des ressources minérales. Autre préoccupation, la mise en place de structures pour contrôler les investissements dans les différentes plateformes d'exploitation. Quelles sont les structures qui sont capables de vérifier est-ce que le matériel acheté à telle date correspond exactement à cette somme-là et s'il n'y a pas eu vraiment un gonflement dans le prix. Pourquoi je le dis? C'est parce que quand les entreprises pétrolières et gazières font des investissements, avant que l'État rentre dans ses revenus, avant que les partenaires commencent à se partager les dividendes, il faut que les entreprises d'abord retirent leur investissement. Et si les investissements sont surestimés, c'est l'État qui perd, c'est les populations sénégalaises qui perdent. De la transparence à la redevabilité, quel mécanisme pour que les ressources appartiennent réellement au peuple sénégalais?
un terme qui intéresse le cas juste. Nous fondons sur l'article 25 de la Constitution qui approprie l'ensemble des ressources naturelles effectivement aux populations sénégalaises. Aujourd'hui, encore une fois, il est temps quand même qu'on repose effectivement cette problématique portant sur les dispositifs juridico-réglementaires qui impliquent réellement effectivement les populations sénégalaises dans le cadre de la gestion de ces ressources. Citoyens actifs pour la justice sociale s'investit pour favoriser le dialogue entre les autorités et la société civile, afin d'anticiper, mais aussi augmenter l'efficacité des différentes actions entreprises. Puis le réseau multi-acteurs de protection sociale du Sénégal pose le problème du financement à propos justement de la protection sociale. Le secteur est en effet confronté au problème de la pérennisation des financements, l'identification des financements endogènes entre autres. André Dembawad, le coordonnateur du REMAX, en parle au micro d'Ibou-Diouf. Un gap en termes de couverture en matière de protection sociale. Sur le plan quantitatif, ça veut dire la population qui devait être couverte n'est pas couverte. Il y a des doublons. Il y a des personnes qui bénéficient 2 fois des systèmes de protection sociale. D'autres n'en ont pas. Au niveau, ou bien s'ils en ont, ils n'ont qu'un service, ils n'ont qu'une seule offre en matière de protection sociale. Donc le Sénégal doit faire des efforts en termes d'harmonisation de sa politique, de ciblage de sa politique de protection sociale et l'organiser. On parlait hier même d'une nomenclature budgétaire où on aurait une ligne spécifique, voilà financement de la protection sociale. Qu'elle aille dans tel ministère ou tel autre ministère, mais que cela doit être rendu visible pour permettre à l'État et aux différents acteurs de voir qui bénéficie, qui ne bénéficie pas, on est à quel niveau de financement de la protection sociale. À Kaolack, près de 200 travailleurs de l'usine Copéol envoyés au chômage. Ce sont là les conséquences de la mauvaise campagne agricole de cette année. La concurrence des Chinois, semble-t-il, a également pesé. Les victimes en Assemblée générale ont crié leur désarroi dans cette correspondance signée Ibrahima Diamé et Fally Gaye. L'exploitation des oléagineux au bord de la banqueroute à cause d'une campagne désastreuse a décidé tout bonnement de se débarrasser d'un important nombre de ces travailleurs. Les victimes de la rupture de contrat dans l'angoisse se sont rassemblées pour exprimer leur désarroi. La direction a notifié l'ensemble des saisonniers un préavis de fin de contrat pour le 31 janvier 2020. Ce qui veut dire donc tous ces travailleurs vont traîner dans les rues parce qu'ils vont perdre leur emploi. Et ceci est dû à une campagne de collecte désastreuse. Et pourtant, il l'avait craint et crié sur tous les toits pour alerter depuis le démarrage de la campagne. Mais voilà que ce qui arriva. Des centaines de travailleurs vont devoir faire face aux exigences du chômage. Alors aujourd'hui, ces travailleurs ont voulu montrer leur désarroi, montrer leur inquiétude par rapport à cette situation. C'est pourquoi ils se sont réunis aujourd'hui pour exprimer, pour montrer en tout cas la situation qu'ils sont en train de vivre. Vous voyez derrière moi, il n'y a pas que des saisonniers. Comme je l'ai tantôt expliqué, nous sommes une société qui emploie des travailleurs saisonniers en majorité, mais qui utilisent d'autres travailleurs sous forme de GIE. Donc aujourd'hui, derrière moi, il y a plus de 200 travailleurs qui vont perdre leur emploi. Pour un objectif de 80 000 tonnes de graines d'arachide, la Copéol n'a pu collecter que 1600 tonnes pour l'heure, contrairement à l'année dernière où elle avait collecté au moins 26 000 tonnes. La cause principale, c'est la présence des Chinois, disent-ils, mais surtout également une mauvaise campagne agricole dont les chiffres annoncés en termes de production par le gouvernement sont en porte-à-faux avec la réalité sur le terrain selon ces travailleurs. En politique, c'est le divorce entre le Front de résistance nationale et le Parti démocratique sénégalais. Le coordonnateur du Front se dit surpris. Mactar Souran pense que le secrétaire national du PDS a été mal informé par ses collaborateurs et il n'exclut pas une visite au pape du Sopi. Aminata Baressao et Ahmadou Ba l'ont rencontré. En quelques lignes,
les raisons du Parti démocratique sénégalais pour suspendre ses activités au sein du Front de résistance nationale. Le PDS dit constater de graves déviations des mécanismes internes de prise de décision stratégique, notamment en ce qui concerne le dialogue national initié unilatéralement par le président Macky Sall. À cela s'ajoute l'effet de compromission avéré de responsables au plus haut niveau du front, ce qui amène le Parti démocratique sénégalais à suspendre sa participation au Front de résistance nationale. Nous déplorons ça, nous sommes très surpris parce que à la dernière réunion du Front, rien ne présageait d'une telle décision. Aujourd'hui, nous soupçonnons, comme vous avez eu à le voir, entre des membres du FRN ces derniers temps, qui s'envoient la balle pour parler de compromission et de deal avec Macky Sall. Les deux entités de l'opposition ne les mettent plus sur la même longueur d'onde. Pourtant, à un moment donné, le PDS, en toute souveraineté, le président Wade, secrétaire général national du PDS, a rencontré le président Macky Sall. On n'avait pas vu une voix discordante dans l'opposition pour dire qu'il avait quitté l'opposition. Personne ne peut remettre en question l'ancrage du PDS dans l'opposition. Donc, nous ne pouvons pas fonctionner sur la base de rumeurs. Un président de la République qui rencontre à la demande d'une personnalité telle le Khalife général des Mourides, le président, son successeur, c'est une normalité républicaine et nous ne l'avons pas caché. Nous l'avons envoyé un communiqué pour l'annoncer et nous l'avons fait en plein jour. Donc je pense que si des gens doivent dealer ou faire des compromis avec Macky Sall, cela ne se ferait pas au grand jour. Matar Souran se dit tout de même engagé à rencontrer le secrétaire national du Parti démocratique sénégalais. Moi, je pense qu'il a été mal informé. Et nous allons au besoin le rencontrer pour échanger avec lui sur cette question. Cette nouvelle fissure au sein de l'opposition ne risque-t-elle pas de redéfinir de nouvelles alliances au sein de l'opposition? Plus d'éclairage dans les jours à venir. Et puis sur le chapitre judiciaire, le maire de Mermoz-Sacré-Cœur devra encore patienter. Son procès en appel a été renvoyé au 13 mai. C'est pour des raisons de procédure. Le juge a voulu mettre le dossier en état, expliquant qu'il n'avait pas encore reçu certaines citations. Finalement, la Cour a ainsi ordonné le renvoi du procès. Pour retour de citation, Barthélémy Diaz avait effectué le déplacement, mais il n'a pas voulu commenter. Le journaliste Daoud Amin, élu président de la commission de la carte nationale de la presse, directeur de publication de IGFM-SN, Daoud Amin a été porté à la tête donc de la CCNP ce matin, en même temps que Bakary Domingo Mané du CORED, élu vice-président. Et puis en culture, Ablaye Cissokho et Constantinople, ensemble canadienne, ont tourné pour présenter leur album Traversée face à la presse, à l'Institut français. Ils reviennent sur la particularité de cet opus. Aïssatou Paye, Ahmadouba y ont assisté. Qu'est-ce qu'on traverse? Des turbulences, des rivières, des ponts. Et quelquefois, nous le faisons main dans la main avec quelqu'un. Ablaye Cissokho, lui, a fait des traversées avec Kia du trio Constantinople. Des traversées dans l'air du temps. C'est des traversées à la fois imaginaires dans le temps, dans l'espace. Et c'est notre point de vue de ce qui est le monde et ce que la musique peut amener aujourd'hui au sein de l'humanité, au sein de notre société. Et c'est de notre responsabilité de partager notre point de vue, d'amener peut-être d'autres lumières ou d'autres points de vue, d'autres angles pour regarder notre univers. Une collaboration des plus spontanées. Finalement, la spontanéité, elle s'explique. C'est un peu ce qui se crée dans ce rapport et cette relation avec Ablaye. Bien sûr, musicalement, maintenant, on se connaît presque par cœur, mais on se connaît tellement bien qu'on peut très bien se surprendre encore plus. Donc, on a ce plaisir d'aller vraiment très loin dans ce dialogue musical et ne pas rester tout simplement à un échange anecdotique entre nos instruments et nos musiques. Départ, pas seulement un titre, une vision commune.
pour moi aussi, c'est une des pièces un peu phares de cette collaboration. Le poète, il symbolise, en fait, il dit, bon, j'ouvre mon œil et je vois plus ces gens importants pour moi qui étaient là, mais qui ne sont plus dans cet rassemblement. Ces gens-là sont probablement sous la terre maintenant, sont rendus là, donc ils demandent au printemps, quand les fleurs vont regermir, d'apporter des nouvelles de ceux qui sont déjà partis, qui sont en dessous. Sétar et Koura vont se croiser aux instituts français de Dakar et de Saint-Louis. Quand l'Iran rencontre le Sénégal, les bulles culturelles pétillent. Et puis en sport, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun va se tenir au mois de janvier-février. La Confédération africaine de football l'a officialisé ce mercredi sous l'injonction du pays hôte. Un nouveau changement de la périodicité de la CAN, de la période plutôt de la CAN, avec ses conséquences qui, selon les observateurs, montrent l'amateurisme des dirigeants du football africain. Cher Sadibou Diarra, Mardia. Officiel, sur demande du Cameroun. Pour des raisons climatiques, la CAN 2021 va se dérouler du 9 janvier au 6 février. Les observateurs évoquent plutôt le diktat de la FIFA. Encore une fois, c'est aberrant de voir la CAF ployer le genou devant la FIFA. Certes, la FIFA, c'est l'instance internationale, mais la CAF aussi doit prendre les choses en main. C'est pas normal. Si vous voyez, juste avant la CAN, la FIFA avait conduit Fatma Samoura pour gérer les caisses de la CAF. Donc si la CAF était assez indépendante, donc cela n'allait pas arriver. Si elle donne son calendrier, j'avoue qu'elle ne va pas reculer. C'est la CAF qui va revoir sa copie et elle l'a revue encore une fois. Ça veut dire quelque part que nous sommes dirigés par des gens qui ne comprennent pas grand-chose dans le football. Un retour en hiver après seulement une édition en été qui va encore constituer un dilemme pour les joueurs évoluant en Europe. Les acteurs, quant à eux-mêmes, ils te diront effectivement qu'ils préfèrent jouer au mois de juin. L'Afrique est un grand continent de football. Si vous voyez dans les championnats européens, on a les meilleurs joueurs partout. Donc on ne peut pas organiser une CAN en janvier alors que les championnats européens continuent à se disputer. Ce n'est pas normal. Le joueur il peut perdre en concentration. Par exemple, on a le cas de Cheikh Menga, c'était en 2017. Quand il voulait venir en équipe nationale, à Saint-Etienne, on lui a dit que voilà, si tu pars en équipe nationale, tu perds ta place en club. Et voilà, depuis, on ne voit plus Cheikh Menga. Avec ce changement, le calendrier des éliminatoires connaîtra certainement un resserrement des journées. On ne sait pas ce que la CAF va nous servir comme calendrier final pour la Coupe du Monde 2022. Mais déjà pour la CAN 2021, je pense que c'est une aubaine de continuer la compétition au mois de mars. Le Cameroun est maintenant à 1 an du début de son tournoi. Sera-t-il prêt? C'est l'équation à plusieurs inconnus. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. À présent, la deuxième partie de Soir d'info avec vous, Aram Touré. Merci bien, cher Tidjane.